quelque chose qui est de l'ordre du ce qu'on appelle le psychosocial, donc les influences psychologiques, mais qui dépendent en fait souvent de normes sociales. Le tout premier, c'est qu'on doit détecter qu'il y a un problème. Si personne n'agit dans notre environnement, s'il y a d'autres personnes qui sont présentes et que personne ne réagit, il y a déjà moins de chances qu'on détecte qu'il y a un problème. Quand on est dans une situation d'incertitude, on recherche des normes, on essaie de savoir quelle est la bonne façon d'agir. Et donc, si on voit que personne n'agit, on peut supposer que la bonne façon d'agir, c'est de ne pas agir. Une autre raison, c'est que le simple fait que les gens n'agissent pas, donc non seulement on ne va pas faire attention, mais on va peut-être même ne pas interpréter la situation comme problématique. Et donc on se sent peut-être pas responsable, ou on se dit il y a finalement pas de problème. Si quelqu'un a l'air de parler de façon un petit peu véhémente à quelqu'un d'autre, une femme par exemple, et que personne ne réagit, on se dit « Ah bah, ça doit être un ami » ou « ça doit être normal finalement ». Évidemment, il y a le phénomène qui est bien connu de la diffusion de responsabilité, donc qui est le fait que c'est un peu comme si la responsabilité c'était une sorte de gâteau qu'on se partage, et donc chaque personne se sent investie peut-être d'une responsabilité d'autant moindre qu'il y a plus de gens qui sont présents. Donc si on est 10 et que personne ne réagit, j'ai 1/10 de responsabilité à agir. Si on a une sorte d'émiettement du tissu social et qu'on se voit chacun comme des agents, des individus séparés, c'est clair qu'il y a peut-être moins de chances qu'on aide quelqu'un qui est en détresse. Un autre élément qui joue vraiment, c'est la perception que la victime appartient au même groupe que soi. Donc la solidarité, même dans une société collectiviste, elle va être d'autant plus grande que la personne qu'on peut aider est considérée comme appartenant à la même collectivité que soi. Dans une société beaucoup plus collectiviste, il y a peut-être une tendance plus naturelle à venir en aide à un membre de la communauté. Admettons, dans le cas d'une situation de violence, il y a peut-être aussi parfois la peur pour sa propre intégrité physique. Si l'agresseur s'attaque à moi, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., etc. Donc, il y a des facteurs un peu évidents comme ça aussi. On sous-estime la force de la situation dans laquelle on est. Oui, quelque chose qui joue aussi spécifiquement par rapport au harcèlement, c'est une tendance à se dire que c'est la faute de la victime. Le simple fait, par exemple, qu'une jeune femme s'habille de façon sexy ou de façon qui peut être vue comme invitant, enfin, pour mettre en valeur son corps ou je ne sais quoi, va faire qu'on va se dire elle n'a qu'à pas s'habiller comme ça, et donc on va peut-être être moins susceptible de venir à son secours. On appelle ça aussi les mythes du viol. Hein. C'est toute une série de croyances qui circulent sur les causes du viol et qui sont souvent tout à fait inexactes. Hein, c'est très très puissant, hein, cette idée qu'une femme, quand elle dit non, en fait, quand elle a envie de dire oui, elle dit d'abord non. C'est un élément qui se trouve dans cette culture du viol et qui légitime évidemment toute une série de pratiques. L'idée que si on s'habille de façon sexy, ça veut dire qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles avec le premier homme venu et des choses comme ça. Donc il y a vraiment toute une série de croyances comme ça qui sont très très dommageables pour les femmes. La personne qui va harceler souvent va utiliser un langage qui reflète, qui est tout à fait cohérent avec cette culture du viol. Je sais pas moi, des insultes à caractère sexuel ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que si le témoin adhère à cette représentation de la femme, il y a évidemment moins de chances que lui ou elle intervienne.